Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV, toujours au Salon des maires et des collectivités locales. Nous allons parler gouvernance locale à présent. Les collectivités territoriales et en particulier celles du bloc communal sont en première ligne aux côtés de l'État pour affronter les défis climatiques, sociaux, démocratiques. Alors une équation complexe, y compris bien sûr pour l'État. Au printemps, France Stratégie avait publié un rapport intitulé « Soutenabilité orchestrée et planifiée de l'action publique ». France Stratégie insistait sur la nécessité d'aborder ces défis de manière transversale et organiser différemment notre action publique et sa gouvernance. On y trouvait des propositions concernant l'État, pas très bien armé aujourd'hui compte tenu de son organisation, mais aussi de sa culture. Mais qu'en est-il de l'action publique locale et en particulier des collectivités territoriales? On en parle tout de suite sur notre plateau ici au Salon des maires avec Emmanuelle Gazelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la communauté de communes Millau Grand Cause. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Guillaume Guérin, bonjour. Vous êtes président de Limoges Métropole et vice-président de l'AMF. Bienvenue également sur ce plateau. Et puis Émilien Gervais, bonjour. Bonjour. Chargé de mission territoire chez France Stratégie. Alors première question pour vous, Émilien Gervais. Quelle définition pour les soutenabilités qui recouvrent des enjeux bien plus larges que les questions environnementales? Alors peut-être pour préciser un peu le terme, dans le langage courant, quand on parle de soutenabilité, on parle de quelque chose qui peut être enduré dans le temps, mais également d'un argument qui peut être soutenu. Donc ça, c'est assez important, je pense, pour avoir le sens général qu'on met derrière. On a préféré le mot soutenabilité au pluriel plutôt que développement durable, parce qu'à notre sens, le développement durable est une notion qui est un peu vécue et qui généralement est trop centrée sur le développement économique, les indicateurs financiers, budgétaires. Et on pense que notamment pour réussir la question de la transition écologique, il faut dépasser cette approche-là et aller un peu plus loin. Je vais peut-être parler un peu du point de départ du rapport. Pour nous, c'était la crise des Gilets jaunes. Et en fait, c'est intéressant cette crise parce qu'on part d'une mesure écologique, qui est pensée comme écologique, qui est une taxe sur le carburant, et on se retrouve avec la révélation d'une crise sociale qui est profonde. Le sociologue Pierre Blavier a parlé d'une révolte des budgets contraints, alors qu'au départ, l'intention était bonne de vouloir engager une transition écologique. Donc justement, ce qu'il y a au cœur du rapport, c'est de faire comprendre qu'il y a des enjeux qui vont se confronter, qui vont s'affronter. Nous, on va parler de conflit de soutenabilité. Et là, actuellement, dans l'actualité, on en a un exemple qui est assez parlant, c'est le ZAN, où en fait, on part d'une question de soutenabilité écologique, comment est-ce qu'on protège la biodiversité, comment est-ce qu'on maintient la durabilité de nos sols, mais en même temps, on a un enjeu de soutenabilité économique. Quand on parle d'industrie, par exemple, et qu'actuellement on parle beaucoup de réindustrialisation, il va falloir proposer du foncier qui soit adapté aux besoins des entreprises et en même temps qui soit abordable. On a également un enjeu de soutenabilité démographique. Comment est-ce qu'on revitalise son territoire si on ne peut pas faire venir de nouveaux ménages qui souhaitent la maison individuelle, le pavillon? Donc là, il faut faire évoluer les mentalités. Et puis il y a un enjeu de soutenabilité sociale aussi parce que la raréfaction du foncier peut augmenter le prix du foncier et il faut pouvoir produire du logement qui est abordable pour les ménages. C'est très clair, Émilien Gervais, soit d'avoir posé comme ça le débat à partir effectivement de ce rapport qui date de mai dernier, donc qui est vraiment tout récent et qui est le fruit de 2 ans de travail. Emmanuelle Gazelle, donc présidente de la communauté de communes Millau Grand Cause, je disais, donc dans l'Aveyron, 15 communes, 30 000 habitants, 22 000 pour Millau. Comment, à l'échelle d'une communauté de communes comme la vôtre, vous abordez de manière innovante ces questions de soutenabilité, notamment de transition écologique? Alors Millau, c'est le Larzac aussi, donc c'est un territoire de lutte et un territoire qui est particulièrement engagé sur ces questions écologiques. Donc on est un territoire aussi qui est innovant grâce au fait qu'on soit aussi intégré dans un parc naturel régional, le parc naturel régional des Grands Causses. Ça compte énormément parce que, vous l'avez dit, l'interco que je préside est relativement petite, avec peu d'habitants, donc ça ne permet pas d'avoir des moyens en matière d'ingénierie très importants. Et donc le fait d'appartenir à ce territoire qui est beaucoup plus grand, une centaine de communes, la moitié du département de l'Aveyron, nous permet de mutualiser nos forces pour pouvoir mener des politiques innovantes. Le territoire du parc s'est engagé dans une stratégie de territoire à énergie positive il y a une dizaine d'années maintenant. Et pour le moment, on va au-delà de nos objectifs, c'est-à-dire qu'on réduit comme il faut la consommation énergétique et on fait progresser également les ENR.
Juste sur le fond, moi je crois que ce qui est l'enjeu majeur, notre enjeu majeur à nous collectivités aujourd'hui, c'est d'arriver à embarquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas être sur une écologie qui soit punitive, qui ne s'adresse qu'à certains d'entre nous, mais bel et bien qu'elle soit génératrice aussi de qualité de vie pour les habitants. Et quand on fait de la rénovation énergétique, on change aussi concrètement la vie des gens. Et donc c'est bon pour l'environnement. Voilà, c'est concret. Et on embarque tout le monde. Voilà, exactement. Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, adjoint aux finances aussi au maire de Limoges. La communauté urbaine de Limoges, c'est 20 communes, 209 000 habitants. Donc même question à l'échelle d'une communauté comme le vôtre, qui est plus importante, qui est avec une ville centre importante aussi. Comment vous abordez ces questions de manière innovante aussi chez vous? Comment vous gérez cela? Alors déjà, rappeler que les collectivités n'ont pas attendu la loi climat et résilience pour prendre des mesures en matière de sobriété énergétique et d'accompagnement à la transition écologique. Dans la ville-centre dans laquelle je suis élu, il y a beaucoup de mesures qui ont été faites lors du premier mandat. Je vous en citer une qui est très concrète et qui a été reprise à l'échelle d'autres collectivités. C'est la suppression des perturbateurs endocriniens dans les écoles et dans les crèches de notre ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants mangent dans des plateaux en porcelaine et plus dans des plateaux en plastique. Et il y a une véritable volonté de lutter contre les perturbateurs endocriniens. Il y a une volonté qui a commencé très tôt de moderniser nos bâtiments publics, de les rendre moins énergivores possible. Et encore une fois, on n'a pas attendu les injonctions de l'État pour le faire. La loi climat et résilience, tous les élus, quel que soit leur bord politique, s'accordent à dire qu'il faut tendre vers une sobriété foncière. Le dispositif ZAN, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, déjà dans la sémantique, c'est assez étonnant. Ça veut dire zéro artificialisation nette. C'est assez provocateur pour les collectivités parce que si tout le monde s'accorde à dire qu'il faut être sobre dans la consommation de l'espace et qu'on ne peut pas continuer à construire comme on le faisait par le passé et à consommer de l'espace agricole comme on a pu le faire sur ces dernières décennies, tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est comment on le fait. Or, dans ce dispositif ZAN, la question de la territorialisation n'est absolument pas prise en compte pour l'instant. La question des critères de pondération de l'artificialisation des sols reste à définir, la nomenclature reste à définir. Est-ce qu'on sera sur un rapport juridique de prise en compte ou est-ce qu'on sera sur un rapport juridique de compatibilité avec les SRADET, qui est complètement différent dans l'approche et dans la perception que vont en avoir les élus. Donc l'AMF, vous l'avez vu, a saisi le Conseil d'État pour justement que l'on sache quel était le cadre juridique et légal de ce dispositif ZAN. Pour l'instant, on attend des éclairages. Mais encore une fois, c'est une façon très verticale de décider les choses. Il y a un manque de concertation, il y a un manque de dialogue avec les principaux concernés que sont les élus locaux, aussi bien les élus de petites communes rurales que les élus régionaux, puisqu'il s'agit de mettre les SCOT en conformité avec les SRADET, et tout ça va se faire à l'échelle régionale. La vraie question, c'est est-ce que l'échelon régional est l'échelon le plus pertinent pour réviser ces politiques-là et pour mettre en application ce dispositif. C'est un vrai sujet. Moi, j'appartiens à une région qui pèse 5,5 millions d'habitants. C'est la taille de l'Autriche, la Nouvelle-Aquitaine et le PIB du Danemark. Est-ce qu'on peut réellement, décemment, dire on va gérer ce dispositif ZAN à travers le SRADET via l'institution régionale? Ça me paraît être assez déconnecté des réalités locales. Et encore une fois, il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de distorsion entre les grandes métropoles d'un côté qui, elles, ont été très consommatrices d'espace ces dernières années et qui ont encore besoin de consommer de l'espace, et ceux qui ont été extrêmement vertueux. Parce que l'absence de territorialisation dans le dispositif fait que ceux qui sont vertueux seront doublement pénalisés par rapport à ceux qui ne l'ont pas été. Parce que zéro de pas grand-chose, ça ne fait pas grand-chose. D'accord ? Et on est parti sur moins 50% à horizon 2030. Je pense qu'il faut prendre en considération les besoins des territoires. Vous le disiez aussi tout à l'heure. Il y a des injonctions paradoxales. On vous dit, après le Covid, les populations veulent revivre dans des territoires un peu moins denses sur le plan de l'urbanisation, où la qualité de vie est meilleure. Et à ce titre, des petites communes, des communes moyennes... Ça tombe bien, il y a des territoires peu denses, justement. Comment ? Et ça tombe bien, il y a des territoires peu denses. Donc on pourrait penser que... Vous avez des territoires, comme le territoire de Madame ou le nôtre, qui sont des territoires qui peuvent accueillir ces nouvelles populations. Nous, on a un rôle de pôle d'équilibre à jouer entre le Massif central, l'océan et Bordeaux. On a une qualité de vie qui est incomparable pour une ville, une aire urbaine de plus de 200 000 habitants. Mais encore faut-il que nous ayons les moyens d'accueillir des populations. Puis à ça s'ajoute la difficulté de l'ingénierie, parce que
une ville comme la mienne a la capacité de reconstruire dans l'ancien centre-ville, parce que nous avons l'ingénierie, nous avons l'EPF, établissement public foncier, qui travaille pour nous, mais les petites communes rurales, elles n'ont pas cette ingénierie-là. Et demain matin, vous ne pouvez pas avoir ce type d'injonction paradoxale et ne pas donner en même temps aux communes ou aux intercos les moyens de porter ces politiques publiques. Emmanuelle Gazel, vous êtes d'accord avec ce que dit Guillaume Guérin là-dessus? Oui, complètement. Je pense que l'enjeu... On sent bien dans le ton de Guillaume Guérin, d'ailleurs, un peu de révolte, quoi, en fait. Hein. C'est quand même l'État qui décide d'en haut de choses et qui... on a l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. Hein. Oui, il y a cette nécessité de s'appuyer sur les territoires et sur la connaissance qu'ont les élus territoriaux de leur territoire, de leur réalité territoriale. Il y a aussi la nécessité de la part de l'État d'accompagner les élus que nous sommes et les collectivités en nous donnant des moyens de cette transition aussi. Parce que ça coûte énormément d'argent et puis ça coûte aussi... il faut qu'on arrive à avoir aussi la compétence sur nos territoires. L'ingénierie, hein, ça a été évoqué également tout à l'heure. Les moyens de l'ingénierie pour des petites collectivités, eh bien, c'est de plus en plus difficile parce qu'en revanche, les projets sont de plus en plus complexes à mettre en œuvre. Donc là-dessus, on attend vraiment un accompagnement fort de l'État, mais avec nos réalités, nos projets et nos priorités également, parce qu'il y a une légitimité des élus locaux. On a un mandat de nos citoyens pour mettre en place nos politiques, donc elles ne doivent pas après nous être imposées et qu'on n'ait finalement plus qu'à les mettre en œuvre avec toujours moins de moyens. Eh bien Gervais, la question du bon échelon, la question de la gouvernance est essentielle pour mettre en place et pour agir vite, parce qu'on voit bien que les défis qui nous attendent là, défis quand même qui n'attendront pas 20 ans, il faut quand même être efficace en la matière. Oui, tout à fait. Alors déjà, on est sur des enjeux qui sont planétaires. Donc l'État a forcément un rôle à jouer en termes d'impulsion, d'orientation. C'est également vrai pour les régions, parce qu'il faut essayer d'avoir une cohérence sur l'aménagement du territoire au niveau national. En revanche, celles qui sont en première ligne quand on va parler de transition, ce sont les collectivités. Et les collectivités, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est à mon sens, elles ont une puissance de planification. Donc s'il y a une planification qui est conçue au niveau de l'État, elle ne peut pas se faire sans les collectivités. Il faut que ça soit un jeu de va-et-vient, d'échange permanent dans la co-conception et ensuite dans l'adaptation des modalités. Et comme vous l'avez très bien dit, derrière, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les orientations, sur l'adaptation locale qui va en être fait, il faut les moyens et l'ingénierie qui vont être assortis. Parce qu'actuellement, on ne peut pas se permettre d'impulser des politiques publiques qui vont durer 1 an, 2 ans. Il faut pouvoir se projeter sur le long terme. Or, ça demande d'avoir de la connaissance en interne des services pour pouvoir adapter, modifier les projets sur le long terme. Vous, à l'échelle d'une communauté comme la vôtre, vous avez cette ingénierie, vous êtes mieux équipé, mieux doté que d'autres en fait. Oui, parce que nous avons une taille critique. Il y a plus de 200 000 habitants. Moi j'ai un DGS, un directeur général des services, j'ai 6 directeurs généraux adjoints. Oui, on a l'ingénierie. Et en plus, on a un établissement public foncier qui travaille pour le compte de la métropole. Mais ça, c'est valable pour des aires urbaines, pour des intercommunalités qui ont déjà une taille critique. Vous avez beaucoup de petites comcom, de mairies, qui n'ont pas cette ingénierie-là. Donc, la volonté de limiter l'étalement urbain, pavillonnaire, d'habitation, c'est nécessaire. Et tous les élus souscrivent à ça. Il n'y a pas un élu normalement constitué, qui soit de droite ou de gauche, qui ne souscrit pas à ça. On le sait depuis longtemps en plus. Hein. On sait depuis longtemps qu'il ne faut pas trop d'étalement urbain. Mais en revanche, ça doit se faire avec les élus, de manière horizontale et pas de manière verticale. Donc là-dessus, la question de la territorialisation doit être remise sur la table. Nous avons demandé avec l'AMF et la conférence des SCOT que les établissements du SRADET soient décalés d'1 an, que l'arrêt du SRADET soit décalé d'1 an. Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Et la question de la nomenclature sur cette notion d'artificialisation, elle est essentielle. Parce que artificialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire imperméabilisation des sols ou pas? C'est ça le sujet. Et vous avez les critères de pondération à cette artificialisation qui peuvent être pris en compte. Ça, c'est des éléments sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire et sur lesquels c'est encore extrêmement flou dans ce dispositif ZAN. Puis, vous avez aussi, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, les aspirations des populations. Nous avons la capacité de rebâtir dans l'ancien et d'avoir une offre de logement qui va être qualitative pour des jeunes ménages qui sont susceptibles de vouloir quitter Paris, par exemple, pour ne citer qu'elle, et venir en province pour avoir une qualité de vie pour leurs enfants meilleure que celle qu'ils connaissent. Mais il y en a aussi qui aimeraient bien habiter dans un centre-bourg rural. Sauf que le centre-bourg rural, il n'a pas l'ingénierie pour pouvoir permettre la reconstruction dans son centre-bourg. Et donc par conséquent, si l'État veut que ce dispositif soit efficient,
soit concret et soit applicable, il faut qu'il donne au territoire les moyens de faire en sorte de limiter cette consommation foncière pour l'habitat. Après, vous avez la question de la consommation foncière pour le développement économique. Aujourd'hui, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on assume au plus haut sommet de l'État qu'on ait une France métropolisée, c'est-à-dire avec 4, 5 très grandes métropoles qui drainent l'intégralité des flux économiques de ce pays? Ou est-ce qu'on veut continuer à avoir une France des provinces avec des pôles d'équilibre, auquel cas nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir continuer à accueillir des entreprises? Moi, sur mon territoire, j'ai un foncier disponible à vocation économique qui est très faible. Si on va au bout du dispositif ZAN avec moins 50% de consommation d'espace à horizon 2030 et 0 à horizon 2050, je n'ai plus la capacité d'accueillir d'entreprises. Moi, je vais vous donner un cas extrêmement concret. J'ai une entreprise qui fait des matelas. Ils ont une centaine de salariés. Ils ont besoin de s'agrandir. Ils vont créer 40 emplois. Ils ont besoin d'un terrain de 12 hectares. Je n'ai pas de terrain de 12 hectares. Je n'en ai pas, à l'heure où je vous parle. Et donc, avec cette loi, avec ce dispositif, si on va au bout de l'absurde dans le raisonnement, j'en aurai encore moins. Et donc, on ne peut pas dire d'un côté, il faut que les territoires se développent, il faut qu'il y ait des pôles d'équilibre, il faut qu'il y ait une proximité, un service public qui soit rendu au plus près des territoires, pour justement contrer les effets des dernières élections présidentielles. Parce que la réalité du vote en milieu rural, c'est le sentiment d'abandon de la part des politiques publiques par les concitoyens. Donc il faut vraiment savoir ce que l'on veut. Et là-dessus, moi j'aimerais bien qu'on ait une parole gouvernementale. On est ici au Salon des maires. Ce matin, on a conclu une magnifique table ronde. Il y avait 2500 maires dans la salle, avec Territoire Uni. Il y avait Mme Delga qui représentait la région, M. Sauvadet qui représentait les départements, M. Lisnard, conclu par le président Larcher. Il n'y avait pas de membres du gouvernement. Alors au mieux, ça ressemble à du mépris, au pire à de la condescendance. Bon, on voit que c'est assez compliqué de pouvoir faire discuter l'État et les collectivités sur ces sujets. On voit que les défis sont devant nous. La question de la confiance, elle est quand même essentielle, au-delà des dispositifs et de la gouvernance dont on parle. La question de la confiance, Manuel Gazelle, pour terminer, puis un mot... Alors la question de la confiance, on peut la voir à deux niveaux. Quand même, en rebondissant sur les propos de mon collègue, bien là, en effet, c'est difficile d'avoir confiance en l'État, compte tenu du mépris qui nous est renvoyé là pendant ce congrès. Donc c'est vrai qu'au moment où où on attend de l'apaisement de notre société, ce n'est pas les bons messages qui nous sont envoyés. Cette confiance aussi, elle est indispensable avec nos administrés. Et c'est vrai que c'est le maire qui est l'élu de proximité, l'élu en lequel on a encore confiance. Et donc, je pense que pour rebondir sur la question précédente de l'échelon le plus pertinent pour accompagner ces changements, c'est évidemment celui du bloc communal. Parce qu'on est vraiment à portée d'engueulade, comme on dit, et également à portée d'accompagnement au changement. Il faut que l'État nous donne les moyens de pouvoir ensuite décliner nos politiques. Alors sur l'habitat, ça a été dit, sur les mobilités. Moi, je suis issue d'une communauté de communes très rurale, avec des communes, sur les 15 communes, il y en a qui sont à 3/4 d'heure de route. Alors, peu de kilomètres, mais on est sur un territoire de montagne. Et donc, évidemment, il n'y a pas de transport en commun, à part le transport scolaire, il n'y a pas de transport en commun parce qu'il coûterait beaucoup trop cher. Donc, il faut inventer de nouvelles formes de mobilité. Alors, c'est l'autopartage, c'est le réseau pouce, c'est tout un tas d'autres dispositifs. Mais on a besoin de moyens, on a besoin de pouvoir expérimenter aussi sur nos territoires et pouvoir aussi échouer. Et donc pour tout ça, il faut que l'État soit à nos côtés et nous donne de la visibilité. Le système des appels à projets, c'est un système qui tue aussi nos territoires ruraux. Parce que vu qu'on appelle ingénierie forte, le temps qu'on réponde à l'appel à projet, ça y est, il est déjà terminé. On a besoin de pouvoir avoir la visibilité, la lisibilité pour pouvoir la donner à nos administrés. Je crois que la confiance, c'est ça. C'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, revenir, voilà. Emilia Gervais, parler de soutenabilité au début, vous avez fait allusion aux gilets jaunes, au fait qu'il y a quand même un risque de conflit entre on voit là qu'il y a potentiellement quand même sur un certain nombre de points face aux défis qui sont notamment ces défis-là d'artificialisation des sols, etc., potentiellement des frictions très fortes entre l'État et les collectivités locales.
Alors, il y en a, effectivement, il y a un risque de friction très fort. Et comme je disais, il faut réussir à avoir une planification articulée. Mais j'aimerais conclure sur une note un peu plus positive et en faisant écho à ce que vous avez dit tous les deux. Vous parliez de confiance. Vous avez parlé notamment des enjeux pour proposer du logement en cœur de ville. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, notamment quand on le voit actuellement, sur l'enjeu de la production de logements, ce qui attire aujourd'hui, c'est le pavillon. Et quand on veut faire revenir des gens en centre-ville, il va falloir proposer une autre offre. Et ça, à mon sens, ça repose sur le rôle essentiel du maire qui est de porter un projet de société. Il faut faire évoluer les visions des choses auprès de ses habitants. Et ce projet de société, c'est un récit qui se co-construit avec les habitants, qui part des attentes, qui essaye de les infléchir quand c'est nécessaire, qui essaye de les comprendre quand c'est nécessaire. Mais c'est avant tout un projet politique. Et quand on parle de transition, il faudra porter des projets qui sont politiques, compris et débattus avec tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici au Salon des maires pour parler de ces sujets sensibles. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Acteurs Publics TV. Merci.